Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique du jour. Évidemment, le sujet des retraites reste à la une. Le sujet aussi qui m'intéresse beaucoup, on en a déjà parlé hier, mais tout ce qui se joue dans le... Hier, je parlais de guerre froide industrielle, mais on a aussi, il y a Bruno Le Maire qui a donné quelques détails sur son plan industrie verte, etc. Enfin bref, on est dans cette histoire-là entre les États-Unis et l'Europe autour de la création de filières qui seront sans doute les filières de l'avenir. Et puis, reparler du Covid. On va vous raconter ça. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Marquez. Salut Nicolas. Nicolas, on le voit, qui garde le masque. C'est pour des raisons qui t'appartiennent absolument, Nicolas. Mais c'est grâce à toi, d'ailleurs, qu'on va faire un petit peu le point. Donc, DG de l'Institut Molinari. Qu'on va faire le point. Alors, sur deux choses. D'abord, on a déjà parlé longuement ensemble, mais moi, je veux en parler à chaque fois. Puis après, j'ai des nouvelles questions en plus, parce que tu m'aides à réfléchir à la retraite par capitalisation. Et puis le Covid, et notamment, tu as fait une étude sur Enfin, tu as fait une étude. Tu as compilé, en fait, un certain nombre d'études sur ce que représente encore aujourd'hui le Covid long, le coût du Covid. Et donc, on reparlera de ça dans la deuxième partie de cette émission. Clément Aura, salut Clément. Salut Stéphane. Prof d'éco à la Sorbonne et à Sciences Po. C'est ça. Et Cyril Lachèvre, salut Cyril. Bonjour. Le Fondateur de Silence, aide à la communication des entreprises et communication de crise. Tiens Cyril, c'est ton ancienne carrière longue de journaliste au Figaro et à l'Opinion. Ton sentiment presque plus politique qu'économique sur On parle de bras de fer, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un bras de fer blanc. Enfin, j'ai pas l'impression que le bras de qui que ce soit tordu, quoi. Enfin, ça me paraît pas très impressionnant. Là, donc, vous avez sans doute suivi la séquence. Ça a été appel au président, la séquence appel au président, avec refus très clair du président de recevoir les syndicats. Possibilité de vote donc jeudi prochain, a priori. Jeudi ou vendredi, enfin ça va dépendre un peu de la rapidité de la commission mixte paritaire et possibilité ou pas de 49.3, on verra en fonction de ce que disent les Républicains. Comment est-ce que tu vois la séquence, Cyril ? Alors, je vais te surprendre, mais on va rester sur un terrain purement en communication, hein, pas sur le du fond de la réforme qui est évidemment indispensable de mon point de vue. Moi, je trouve que les syndicats gèrent extrêmement bien la situation en termes de communication. Sauf que là, ils sont coincés. Là. Non, mais je ne te dis pas qu'ils vont réussir quoi que ce soit. Mais je trouve que pour l'instant, et c'est assez désastreux, la mauvaise communication gouvernementale, le fait que finalement on va en finir par un 49.3 alors qu'ils ont tout fait pour essayer de l'éviter. Donc c'est terrible parce que quelque part, en fait, ce qui se joue là, c'est pas tant cette réforme, c'est l'instant d'après. Alors, il faut voir dans les prochains jours si ça se durcit au front syndical, les blocages, les raffineries, etc. Donc l'opinion va un peu se retourner. Ça peut pas se durcir, Cyril. Si ça se durcit, tout ce que tu viens de dire là vole en éclat, t'es d'accord ? Bien évidemment. Et je trouve qu'en fait, les syndicats, finalement, ont une attitude assez responsable. Ce matin, c'était intéressant. Il y avait Jean-Claude Mailly, chez un de tes confrères, qui était interrogé, l'ancien secrétaire général de l'EFO. Oui, mais il racontait quelque chose... Bien plus raisonnable et bien plus intéressant à entendre depuis qu'il est à la retraite. Il racontait une chose qui était que, même au pire du moment du CPE, il y avait toujours un dialogue, à un moment donné, plus ou moins secret. Mais le fil n'était jamais rompu du dialogue social entre l'Élysée, le fameux Raymond Soubi, et les syndicats, même au pire moment de la détestation. Et là, on voit très bien que c'est non-dialogue, donc non-communication. Et chacun s'enferme. Encore une fois, je reste sur le domaine de l'opinion publique, mais c'est important. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, les prochaines réformes, c'est quoi ? Avec quel bagage en termes de crédibilité dans l'opinion publique du gouvernement, c'est très inquiétant. Donc en réalité, ça me rappelle exactement, je terminerai là-dessus, sur Macron 2018, les régimes spéciaux, où il y a eu une forte période de grève en 3 semaines, de réforme des régimes spéciaux. Bon, on sait qu'elle a coûté très cher et que ça s'est tué. Et après, plus rien. En gros, ça s'est arrêté là, ces réformes du premier quinquennat, pour être très franc. Et donc là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il va avoir fait ça, et ce sera son bâton de maréchal, et c'est fini. Et c'est très inquiétant. J'aurais préféré presque, d'un point de vue, que finalement, même les syndicats, l'opinion soit très contre eux, que tout se passe très mal. Mais au moins, quelque part, Macron aurait pu au moins sortir un peu... Un peu grandi, tu veux dire, de cette histoire-là ? Oui, non, moi, c'est Ah oui, là, c'est clair que... Enfin, Macron... Clément ? Moi, peut-être finalement ce que je retiendrai de cette histoire, et chaque jour j'y pense, c'est des propos de Roselyne Bachelot, en fait, qui est une femme politique à titre personnel j'admire beaucoup, et qui, dans un de ses ouvrages, le dernier ouvrage, 682 jours, critique énormément les Républicains.
en disant globalement, en substance, que son ancien parti avait changé de dimension, puisque à son temps c'était Jacques Chirac et d'autres, et que c'était devenu Éric Ciotti et des gens qu'à l'évidence elle considère peu. Moi je trouve qu'en fait les Républicains ont joué un jeu absolument désastreux dans cet épisode. Et plutôt que d'être une opposition constructive qui en plus n'a même pas la bonne foi de reconnaître qu'ils n'auraient pas fait mieux et qu'ils auraient en fait dû soutenir la réforme, sont amusés à faire de la politique politicienne et quelque part, à titre personnel, même si j'en attendais rien, je trouve que c'est un parti qui a définitivement perdu le peu de crédibilité qui lui restait. C'est clair. Voilà. Et ce sera difficile après d'aller raconter en 2027 qu'on veut être le parti de la réforme quand on s'est comporté comme ça. Mais c'est ça. Je crois que On ne sait plus où ils habitent. Soit ils soutiennent pas, mais on peut pas. Oui, mais tu sais, Cyril, alors tu les connais un peu mieux que moi, j'ai lu ça et ça m'intéresse beaucoup. Ces gars-là, donc ceux qui sont à l'Assemblée, qui ont été élus dans le désastre, tu vois, les survivants du radeau de la Méduse, se considèrent justement comme des survivants des rescapés à qui personne n'a plus le droit de rien dire. Nous, on est arrivés là, on est élus face à l'ouragan, face à Pécresse, face à tout ça. Donc oui, on a gagné une légitimité que vous, là, peut-être, vous n'avez pas, qui avez été élus dans les wagons du président de la République ou dans les wagons de la NUPES, ou etc. Et tout, tu vois. Je trouve ça intéressant parce que ça explique, si tu veux, que Ciotti soit obligé d'essayer de jongler avec des individus. Alors que quand même, dans l'histoire du RPR, de l'UDR, etc., normalement, ce sont des godillots. Oui, normalement, ce sont des godillots. Et donc, je crois que ça, c'est très déstabilisant pour la culture du parti de droite. Il y a même de consensus entre les dirigeants. Ah, mais pas du tout. Tu n'as qu'à voir Aurélien Pradier, etc. Enfin, évidemment. Oui, tout à fait. Et tu as vu qu'au Sénat, comment il s'appelle le Vendéen Retailleau. Voilà. Tu as vu qu'au Sénat, Retailleau était finalement bien plus réformateur. Il a prononcé le mot capitalisation au Sénat. Le sens de rotation de la Terre ne s'est pas inversé, si tu veux. Donc voilà, c'est un truc de dingue. Beaucoup plus réformateur, en fait, que Ciotti, qui reste l'émanation... 65 ans, quand même. Hein. Bien sûr, mais qui reste l'émanation d'une droite peut-être plus classique, droite du Sud, notariale, enfin... Alors, il y a un excellent, ce que tu viens de dire, il y a un excellent article, je crois que c'est dans Le Monde, mais j'ai un doute, sur justement... à quel point, finalement, le comportement des Républicains, mais pas que des Républicains, d'une partie du PS qui n'est pas rattachée à Renaissance, en fait, ne se comprend qu'à la haine qui vaut à Emmanuel Macron. Et quelque part, alors ça, à différents degrés, ça peut être une détestation personnelle, ça peut être une jalousie profonde, ça peut être le sentiment que, de toute façon, il a tué la génération des cadras quinquas qui aurait dû peut-être être à sa place. Donc, et ce sentiment, y compris au Sénat, qui montre que même des... personnalités politiques qui ont une longue carrière derrière elle, comme Gérard Larcher par exemple, en fait, se comportent parfois de manière complètement incompréhensible dans une logique républicaine, juste par détestation ou par jalousie. Alors, détestation, je rajoute un truc très très important dans la comparaison par exemple avec Jacques Chirac, c'est que Macron va laisser une terre brûlée. Tous peuvent se dire qu'ils ont une chance derrière. Tous. À partir du moment où ils ont un nom, une petite notoriété, tous ont une carte à jouer. Ça, c'est sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Donc c'est ça aussi peut-être qui fait, voilà, notamment Larcher, je ne suis pas sûr qu'il y ait, tu vois, genre Larcher, c'est quand même le gars, il a... Mais peut-être que dans un petit coin de sa tête, il se dit quelque part, et pourquoi pas, quoi, voilà. Et pourquoi pas. Nicolas ? Ouais, je vais enchaîner sur ce que disait Cyril. Le vrai risque, c'est qu'il n'y ait plus de réforme après. Ça, c'est clair. C'est vrai dans tous les domaines, parce qu'il y aura une légitimité qui sera écornée. Et le vrai risque, c'est aussi dans les retraites. C'est qu'il n'y ait plus les réformes structurelles des retraites. Et que tout le monde mémorise que les retraites, c'est un sujet pourri. Parce qu'on a eu un premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui a chopé sur cette première réforme des retraites, ce régime universel, que certains décrivaient comme quelque chose de fantastique, mais qui avait toute une série de défauts, notamment les risques d'exécution qu'on a bien vus. Et là, on a un deuxième quinquennat qui est à nouveau parasité par ce sujet-là. Et le pire du pire, c'est qu'on parle seulement d'économiser 13 milliards à horizon 2030 pour soi-disant équilibrer les comptes, mais on sait tous qu'on n'aura jamais 4,5% de chômage en 2030 et que le déficit sera beaucoup plus élevé. Et on a une réforme... 1% de gain de productivité par an. Hein. Oui. Et donc on a une réforme qui est même pas une vraie réforme paramétrique. Et on n'a pas traité le sujet structurel dans la réforme. Parce que le sujet structurel, c'est quoi ? C'est capitaliser plus et provisionner les retraites des fonctionnaires. Alors, on fait un décorum. Rappelle-nous de combien l'État doit abonder chaque année le système. L'État,
en tant qu'employeur. Parce que le vrai sujet des retraites, c'est que l'État employeur n'a rien fait pour ses fonctionnaires. Il paye 60 milliards d'euros par an pour payer les retraites de ses fonctionnaires. Et en fait, il les surpaye parce que la démographie de la fonction publique est très déséquilibrée dans l'État. Il y a 0,9 cotisants pour un retraité. L'État, il préfigure le vieillissement de la société française. Et à 0,9 cotisants pour un retraité, on ne peut pas financer les retraites au jour le jour. Bien sûr. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'État, par rapport au secteur privé, il surpaye ses retraites de 33 milliards d'euros par an. Ça vous explique une part très significative du déficit. Donc quand on dit, non, mais pour être très clair, Nicolas, quand on parle d'équilibre, Ouais. c'est équilibre plus chaque année 33 milliards d'euros d'argent public supplémentaire. Parce que quand le corps calcule les déficits, il regarde les déficits seulement du secteur privé et il dit au niveau de l'État, c'est le budget. Voilà, c'est donc ça. c'est pas la répartition, donc Voilà, c'est pas c'est du ça. déficit. Voilà, c'est Mais ça. en fait, il y a au minimum 33 milliards d'euros de déficit par an depuis 20 ans. Ça vous fait une facture à 600 milliards. Et cette incapacité de l'État à rééquilibrer ses comptes depuis les années 80, c'est en fait une incapacité de l'État à rééquilibrer les comptes depuis la fin du baby-boom. Cyril ? Pour aborder dans ce que dit Nicolas, et peut-être que l'Institut Molinari, vous aviez étudié la situation, mais on me racontait il n'y a pas très longtemps que la RATP, le système de retraite de la RATP, était déjà complètement en déficit. Et c'était fini, quoi. C'est-à-dire que tous les ans, en fait, l'État, effectivement, abonde, rien que pour la RATP dont on ne parle plus. Le sujet, à un moment donné, Nicolas l'a dit, hein, c'est la question de la capitalisation. Il y a eu quand même alors, je ne vais pas dire des avancées, mais des tentatives de discussion ou de mettre ce sujet sur la table. Moi, je rappelle, parce que c'est vraiment un sondage intéressant qui est fait par le Cercle des épargnants et Ipsos depuis 20 ans sur la française, la retraite, l'épargne. Et la dernière édition est sortie il y a un mois. Et on voit que 54% des Français sont en faveur des fonds de pension. Quand on leur demande c'est quoi la mesure qu'il faudrait faire pour remettre à l'équilibre, la première, c'est l'Ipsos, hein, c'est Brice Teinturier, enfin, c'est très sérieux. 54% des fonds de pension, c'était même à 57% en 2021, ça a un peu baissé, je pense, avec les marchés. Deuxième, 51% augmenter le montant des cotises. Et alors après, évidemment, 36% juste reculer l'âge de la retraite et puis 12% baisser les montants des retraites. Donc 54% des Français, on ne le dit pas, Non, sont en ça me faveur surprend beaucoup. se disent D'un système de Et en fait, capitalisation. après, quand on rentre dans le détail, seriez-vous prêt à le faire? 44% disent oui. Mais bon, c'est encore une fois. Mais d'ailleurs, ils le font. Oui, L'assurance vie n'est rien d'autre que ça. 54% des Français PER, tout ont conscience, et les jeunes, ça monte encore plus, que de toute manière, pour équilibrer à long terme ou pour réduire, il va falloir en passer par un système. Ils disent pas à 100%, les questions vont pas dans 100% de capitalisation. Ils savent qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça qui est intéressant. Le Sénat a essayé, par un amendement, de lancer une réflexion, de demander au gouvernement une réflexion sur est-ce qu'on pourrait pas faire une petite partie de capitalisation, en s'appuyant sur l'exemple excellent d'ailleurs de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. Mais donc ce sujet de capitalisation, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire que quelque part, tout le monde le sait, et je sais pas pourquoi, les gouvernements successifs se disent si je prononce ce mot, je passe pour un affreux libéral. Ouais. Et surtout pas, je vais me faire taper dessus. Mais non, les Français en ont conscience et sont globalement pas contre, quoi. Et voire même plus en faveur de ça que... Ils le font déjà. Exactement. Mais ils le font dans Évidemment. leur coin. Bien sûr. Ah oui, Par exemple, totalement. Stéphane Attends, parlait- j'ai une question précise, moi, Nicolas, là-dessus. C'est cette histoire de double cotisation. Alors, Comment tu démarres le système, sachant que je cotise pour ma retraite et qu'il faudrait que je cotise en plus pour un fonds de capitalisation? eh ben, en fait, notre objectif, c'est de rajouter une dose de capitalisation raisonnable pour compléter la répartition. Donc, l'histoire de la double cotisation, c'est la chose suivante qu'on se raconte depuis 50 ans en France. On est en répartition. Si on voulait passer en capitalisation, il faudrait continuer à cotiser en répartition pour honorer la retraite des vieux, ce qui est vrai. Et il faudrait faire une double cotisation pour se préparer sa retraite à soi. Et donc, on se raconte l'histoire suivante. C'est impossible puisqu'il faudrait cotiser 2 fois et les Français ne peuvent pas payer 2 fois. Mais quand on regarde concrètement, ce raisonnement, il est vrai si on veut remplacer la répartition. Et encore, parce que quand on cotise en capitalisation, ça coûte moins cher de financer sa retraite. Pourquoi? Parce que quand on... Non, ce raisonnement, il est vrai. Non. Déjà, là, moi, Non, mais- 28%, parce qu'en plus, c'est l'avantage d'être indépendant, il n'y a plus de cotisation patronale ou salariale, 28% de la valeur ajoutée que je produis, voilà, on va dire ça comme ça, part pour la répartition. Oui. Je ne peux pas, en plus, en consacrer, enfin, moi, je peux, évidemment, Ouais. mais on va dire, le salarié de base ne peut pas, en plus, en consacrer à la capitalisation. Stéphane, il ne s'agit pas de payer 28 plus 28. Non, on est d'accord, Il mais même s'agit- 28 plus Il 5, s'agit c'est beaucoup. de payer 28 plus 2 ou 3. C'est Oui. ce qu'ont fait les pharmaciens. Donc, c'est quand même une augmentation des cotisations. C'est ce qu'ont fait les pharmaciens. D'accord. Ça, sont Au début,
la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, la CVP, a réalisé que la démographie allait être catastrophique dans cette profession. Alors, ils ont été les premiers à le réaliser parce que l'État avait fait un numerus clausus pour limiter le nombre de pharmaciens. Donc, ils savaient qu'il y avait moins de pharmaciens qui s'installaient. Et ils savaient que, donc, comme il y avait moins de pharmaciens qui s'installaient, il y aurait moins de cotisants. Ils ont dit, à l'origine, sur la base du volontariat, dès les années 60, cotiser à une capitalisation complémentaire qui sera gérée de façon collective. Après, dans les années 90, ils ont dit, on va rendre cette capitalisation obligatoire. Bon, concrètement, les pharmaciens, ils ont cotisé un peu plus, mais ça n'a pas été refusé par la profession. Oui, mais Ils ont... parce que les pharmaciens, Non. ils sont pas au SMIC, les pharmaciens. Non, attends. Même pour les personnes au SMIC, c'est intéressant. Alors, le vrai sujet, c'est comment on enclenche la démarche. Il y a un autre exemple intéressant en France, c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires de l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique. Il y a 4,5 millions de fonctionnaires qui sont dans la plus grosse capitalisation collective française. Il y a aujourd'hui plus de 40 milliards d'euros. Ça rapporte 5,6% par an. À un instant, l'État a dit, chers fonctionnaires, c'est obligatoire. Vous allez cotiser en capitalisation collective sur une partie de vos primes. Et qu'est-ce qu'a fait l'État ? Il a fait en sorte que ça soit neutre pour la fiche de paie. Et donc, concrètement, il faut faire la même chose dans le secteur privé. Il faut qu'au début, Donc ça veut dire l'État que baisse la CSG-CRDS, Voilà, c'est ça. il prend une paume, il la prendra pendant des années, D'accord. il récupérera l'argent après, parce que comme il y aura plus de retraite, il y aura plus de Je comprends. fiscalité. C'est un investissement. Mais alors maintenant, rappelle-moi aussi, on l'avait déjà fait ensemble, hein, mais rappelle-moi les montants que tu peux espérer capitaliser au sens global, hein, au sens de la nation, fonds de pension, pas moi au quotidien, si justement tu demandes de verser 2 à 3% de la masse salariale annuelle. Si on s'y met maintenant, dans 40 ans, on aura 60% du PIB, du pays, produit intérieur brut, qui sera placé en fonds de pension. Aujourd'hui, quand on regarde la capitalisation... Donc quoi, Donc, c'est combien? C'est 1600 milliards, quoi, à peu près, quelque chose oui. comme ça. Aujourd'hui, En 40 ans, on peut ramener 1600 milliards. Ouais, Ouais. c'est ça. Aujourd'hui, le pays moyen de l'OCDE, il a 100% du PIB qui est en produit retraite. Et c'est un investissement fantastique parce que ces sommes, elles sont placées et elles autofinancent les retraites Bien sûr. avec des dividendes et des plus-values. Nous, on est à 12%. Donc on a 90 points de retard. Bon. Si on s'y met, on n'est pas plus bête que les autres. On a d'ailleurs une industrie de la gestion d'actifs qui est très créative. On rattrapera 2 tiers de ce retard en 40 ans. Et c'est structurant. Non, je comprends. Je comprends. Un autre Je comprends, exemple, mais ça implique une vision politique oui, ça implique de très très long terme. C'est-à-dire, ça implique de prendre toute l'impopularité C'est ça. d'une forme d'augmentation de Pour les gens qui cotisation voteront jamais pour nous. pour des gens qui ne voteront jamais pour toi, et tu seras même mort en fait. Peut-être qu'on fera une statue, sauf que tu ne le sauras pas, quoi. Voilà. un autre Oh, exemple. Macron, remarque, horizon 40 ans, il peut encore être là. Il pourra peut revenir. encore être là, lui. Il pourra Voilà. Ouais. Ah. Oui, vas-y, Un Nicolas. autre chiffre qui est important, hein, dans le débat, on vous prétend qu'on ferme les régimes spéciaux. Et Ouais, on mais doit ça, la SNCF, la RATP. En fait, dans les régimes spéciaux, il y a des gros et des petits. L'État, c'est 80% des régimes spéciaux. On ne fait rien pour l'État. Il faut provisionner les retraites des fonctionnaires. Et ça, c'est une démarche de finances publiques. Si l'État, en France, était aussi intelligent que sa Banque de France, la Banque de France, elle a promis 15 milliards de retraites, elle a placé 15 milliards. Elle autofinance ses retraites par les dividendes et plus-values. L'État, il a promis 2770 milliards, il a placé zéro. oui. Et, Non, d'accord. et si on provisionnait comme à la Banque de France, l'État économiserait 54 milliards d'euros par an. On résorberait structurellement notre déficit. Tu as le régime des fonctionnaires, régime de capitalisation des fonctionnaires, Clément? Je n'étais même pas au courant. Mais d'ailleurs, tu es considéré comme fonctionnaire en étant... Non, à Sciences Po, non, tu n'es pas fonctionnaire. À l'université, si. Ah, ouais, à Sorbonne, c'est- ouais, t'es oui, fonctionnaire. Et à Sciences Po, ça dépend. Il y a des fonctionnaires, il y a des salariés de droit privé qui D'accord. sont, sous la bannière de la Fondation nationale des sciences politiques. Donc ça dépend. Mais après, bon, la question des fonctionnaires, accessoirement, mais on n'en a pas du tout reparlé parce que je pense que le gouvernement n'était pas du tout intéressé par ça. C'est quand même les spécificités des cotisations beaucoup plus faibles et des avantages plus élevés quand même de la retraite des fonctionnaires. À l'exception peut-être des cadres qui n'ont pas leur prime, mais c'est quand même effectivement beaucoup plus intéressant d'avoir un salaire moyen, on va dire, dans la fonction publique et d'être en retraite que dans le privé. Oui, mais ça, moi... 80% des 6 derniers mois, c'est quand même
Ça n'a strictement rien à voir avec... D'accord, mais alors ça c'est un truc, tu vois, pour le coup, où là je suis pas aligné avec mon camp, voilà, je vais le dire comme ça. Je considère que c'est le contrat social dans lequel tu rentres quand tu choisis la fonction publique. Tu sais très bien, parce que tu sais très bien que tu vas être moins bien payé, à diplôme équivalent que si tu avais été dans le privé, mais effectivement, tu choisis. Ça, c'est vrai pour les cadres. Hein C'est vrai pour Oui, les c'est cadres. vrai pour les cadres. Mais pas pour les autres. C'est-à-dire que le salaire moyen de la fonction publique, hors cadre, et encore, les profs sont dans les cadres. Bon, c'est un débat, mais il est quand même maintenant légèrement plus élevé. Tous les autres emplois, en gros, si tu enlèves la catégorie A, c'est... Oui, mais enfin, je pense aux profs, donc encore une Oui, fois, oui, bah, ça, mais je en connais gros, les chiffres c'est par ça. cœur, les C'est- profs, oui, bien Master sûr. 2, tu as un salaire équivalent à 80% de la moyenne des Master 2 si tu décides d'être prof. Oui, mais bien sûr. Pourquoi tu le fais ? Parce que, en partie, tu sais que tu auras derrière un système de retraite. Je ne Je suis crois pas d'accord, qu'il soit, même dans le terme de contrat qu'on défend toi et moi, Nicolas, je suis d'accord que avec tu toi. puisses casser ce contrat-là. Et comme d'ailleurs, ça. quand on regarde le budget de l'éducation nationale, 28% du budget, c'est la retraite. Ouais. Et donc, comme la retraite, il faut la payer, la retraite des anciens profs, on embauche moins de profs et on les augmente moins. Ouais. Le gel du point d'indice qu'ont vécu les fonctionnaires, c'est une conséquence du non-provisionnement du baby-boom. Si l'État avait provisionné ses retraites, il aurait eu beaucoup plus de marge de manœuvre pour embaucher et augmenter ses personnels. Mais ça, c'est une responsabilité qui date de combien de temps, le non-provisionnement des retraites ? C'est 1825. En 1825, Villèle, le monarchiste, commence à fermer les caisses de retraite pour récupérer leurs capitaux dans la fonction publique. Et en 1853, Napoléon généralise l'opération. On ferme toutes les caisses de retraite des ministères et on dit on va servir les retraites par le budget. Alors à l'époque, c'est la croissance de l'État. en France. Ouais, mais c'est une Donc il y sacrée a de plus en responsabilité plus collective. d'embauches. Il y a de plus en plus d'embauches et il y a peu de retraités. Mais avec la maturation de la démographie et de l'État en France, aggravée par la décentralisation, qui a fait que les embauches se sont faites dans les collectivités locales, on a laissé un État plombé financièrement. D'accord, mais je saurais maintenant que c'est de la responsabilité de Napoléon. C'est ça. Oui, Tu vois, là, il y a Sedan, j'ai appris Du un, baron Haussmann. il y a Sedan et les retraites. j'ai appris un sacré truc là. Ouais. Et cette histoire-là, Ah, comment ça ? Napoléon III alors, pas Bonaparte. Napoléon III. Ah non, D'accord, Napoléon III. Bonaparte était pour les fonds de pension. D'accord. Bonaparte incitait tous les ministères à mettre. Ah bah oui, mais le pauvre Napoléon III, alors lui, oui, il n'est plus à une casserole près, le pauvre. Même si, on est d'accord, c'est la période, j'essaye d'expliquer ça des fois, mais c'est la période où la France industrielle et la France de la science règne sur le monde. Ah oui, totalement. Hein voilà, Sans me convertir en Jean-marc Daniel, qui raconterait Mais non, mais il anecdotes sur la faut le question. dire à chaque fois. C'est ça. Oui, totalement. Ce Second Empire et ce début de la Troisième République qui sont honnis, etc., machin et tout, c'est une période exceptionnelle pour la France, exceptionnelle. Bah tiens, ça nous amènera à l'industrie verte, justement. Quelle belle transition. Et quelle belle transition, et on en parlera après la pause. Elle vient un peu tôt, la pause, mais sinon, ça nous amènerait trop loin. Donc on se retrouve dans un instant. On repart les amis, on repart donc. Alors, industrie verte, une souris verte. En fait, article très intéressant dans les Échos, j'ai lu ça hier je crois, ou avant-hier même peut-être. Les industriels américains du pétrole étaient réunis donc à Houston évidemment, noblesse oblige. Et les gars disent... L'IRA, donc le fameux IRA de Joe Biden, va nous faire progresser beaucoup mieux qu'une taxe carbone qui n'inciterait pas à développer les technologies. Et le patron de Repsol, l'Espagnol, je l'ai cité hier d'ailleurs de mémoire cette phrase, vous avez de la chance, dit-il aux pétroliers américains, vous avez un cadre pour 10 ans, un cadre clair qui vous permet de prendre des décisions. Ce que vous avez ici aux États-Unis, c'est une carotte. Ce que nous avons, nous, en Europe, avec la taxe carbone, c'est un bâton. Ça t'inspire pas, Clément? Non, mais j'ai trouvé ça super si, intéressant. Moi, en fait, je crois qu'il y a... Non, mais je suis totalement d'accord. Peut-être qu'il y a aussi une remarque qui est intéressante sur les changements et le côté complètement incertain encore aujourd'hui de la manière dont les instances européennes, avec les délégations de compétences, sont quand même compliquées, rendent les entreprises plus incertaines. Tu as raison. On ne sait pas du tout à quelle sauce les constructeurs automobiles seront mangés. Exemple, moteur thermique. En 2035. Tout à fait. Avec Thierry Breton qui dit finalement ce sera pas 2035, puis qui se fait contredire quelques jours après par la commissaire européenne en charge de ces questions. Donc il y a une incertitude qui est sans doute beaucoup moins présente aux États-Unis. Puis bon, ça vient au fait du fait que c'est un vrai fédéralisme pour le coup. Alors que la compétence en termes de politique environnementale est quand même très partagée dans le TFUE et
les États TFUE, traité. traité fondateur ou sur les fondements de l'Union européenne. Voilà. Alors, globalement, il y a quand même une grosse marge de manœuvre des États. Et puis, les États-Unis, comme d'habitude, quand ça va mal, ils ont l'argent. Donc, là, il y a quand même effectivement une vraie question sur la manière dont, en France et en Europe, on va répondre à l'IRA. Et pour l'instant, ça me paraît un peu petit, on va dire. J'ai l'impression qu'on est structurellement coincé. C'est-à-dire, donc là, il y a un effet de rapidité. Hein, c'est des crédits d'impôt pour beaucoup d'entre eux, donc clac. Il n'y a pas à déposer des dossiers pour avoir des subventions, etc. Mode notre France 2030. Premier point. Deuxième point, il y a cette espèce toujours de situation irréconciliable entre, d'un côté, on ne veut pas un endettement commun supplémentaire européen, mais on ne veut pas non plus lâcher... On n'en veut pas. Certains n'en veulent pas. Certains n'en veulent pas, mais ceux qui ont de l'argent n'en veulent pas. Oui, c'est ça. Voilà. Mais on ne veut pas non plus lâcher la bride aux subventions nationales, parce qu'à ce moment-là, on craint la fragmentation entre ceux qui auront les moyens et ceux qui n'auront pas les moyens. Oui, mais ça me rappelle un excellent article de Philippe Aguillon et Emmanuel Combes, qui est, je sais, l'opinion ou les Échos, qui disait la gouvernance, enfin la politique industrielle, c'est d'abord une question de gouvernance, qui montre que la performance américaine en matière de gouvernance dans la politique industrielle et de l'innovation, ça s'est vu sur les vaccins d'ailleurs, était très performante par rapport à la France et de manière générale à l'Union européenne. Ouais. Et vraiment, cet article est intéressant parce que globalement, nous, on a un peu évacué cette question de gouvernance depuis des années. C'est pas quelque chose sur lequel on est quand même très, très performant en France en particulier, les questions de gouvernance, notamment sur la politique industrielle. Et puis, comme tu dis, après, sur la rapidité, on a quand même un cran de retard sur pas mal de choses. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Colossal cran de retard. Hein. Je rappelle toujours, il restait, je ne sais pas combien, mais quand France 2030 a été lancé, il restait 20 milliards du grand emprunt de Sarkozy. Hein. Ouais. Oui. Sur un montant qui était quand même en plus pas 50 plus milliards. élevé. Oui, c'était 50 milliards. Et c'est Nicolas, comment est-ce que tu vois ce sujet? Mais je suis assez d'accord. On est très en retard au niveau européen et en plus, on a les problèmes français. Et par exemple, un des problèmes français, quand on se compare aux Américains qui subventionnent la production, c'est que nous, on continue à la taxer. On a des impôts de production qui sont des impôts contre la production. Tu as raison. Qui détruisent l'emploi. C'est vrai que tu reviens avec ces fameux impôts de production qui est un de tes combats majeurs de l'Institut Molinari. Traditionnellement, la France, c'est 18% de la valeur ajoutée en Europe et 37% des impôts de production. Là, dans les 2 dernières années, la France, c'est 17% de la valeur ajoutée. Donc on perd en poids économique, en création de valeur ajoutée. Ouais. Et c'est plus de 150% des impôts de production. Non. Mais si. Parce que, en fait, en Europe, maintenant, il y a plus de subventions à la production que d'impôts à la production dans toute une série de pays. Dans la moitié des pays européens, on subventionne la production comme aux États-Unis. Et nous, on reste les derniers des Mohicans à taxer la production. Et donc, clairement, alors, la communication gouvernementale est de dire... Mais elle s'est fait quand, cette bascule entre 37% des impôts de production et maintenant 150%? Là, parce que toute une série de pays européens... Post-Covid, tu veux dire? Là, ils ont tous désarmé... Ouais, ils ont baissé leurs impôts de production... Et massivement subventionnés. Et massivement augmenté leurs subventions de production. Donc, en Allemagne, les impôts de production sont largement négatifs, comme aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, dans la contanate américaine, on ne trouve pas facilement la notion d'impôt de production parce qu'elle est éclatée, d'ailleurs, dans tout. Et donc, les impôts de production nets de subventions, on les voit pas aussi bien. Mais concrètement, ce que fait Biden, il subventionne sa production nationale. Ouais. Et son argumentation, c'est de dire, ça va relocaliser, ça va créer de l'emploi, ouais. Ça va augmenter des recettes au niveau des États et de l'État fédéral, et ça va baisser les charges des grands programmes d'assistance, parce qu'il y a des grands programmes d'assistance aux États-Unis. Et ça pour la transition, en plus. Et accessoirement, oui, ça peut protéger le climat. Bon, et il a raison de le dire, c'est assez accessoire, je crois, pour Biden. Oui, c'est assez accessoire pour Biden. C'est de l'affichage. Ça coche toutes les cases, en fait. Il est très américain, il faut cocher toutes les cases. Nous, on continue à faire l'inverse. Alors, on a fait un petit geste en baissant la fiscalité de production, mais en fait, ce geste, il est très petit. La fiscalité de production en France, on l'a baissée de 25%. En Europe, elle a baissé de 80%. Donc on reste à la traîne.
Cyril ? Moi, je suis pas du tout inquiet parce que Bruno Le Maire a annoncé ce matin qu'on allait avoir des nouveaux crédits impôts. Son plan industrie verte. Et qu'on va verdir le livret de développement durable. Donc, je suis plutôt assez rassuré, en fait. Mais non, sérieusement. Non, il a beaucoup parlé, alors quand même, il a beaucoup parlé normes et procédures. Oui. Et c'est vrai que ça, au-delà des impôts, c'est aussi quelque chose de très important. Peut-être que ce sera le temps. Hein ? Peut-être qu'il sera temps, parce que je pense qu'avant ma date de naissance, on en parlait déjà. Du choc de simplification. Du choc de simplification de François Hollande. Ouais, exactement, du choc de Plus simplification. sérieusement, alors d'abord, moi je trouve que, c'est quand même, les Américains sont vraiment très forts, ne serait-ce même que, encore une fois en termes de communication, pardon, mais appeler un plan massif de relocalisation et de dumping commercial, Inflation Reduction Act, je trouve ça génial. Ça, c'est oui, c'est super, on va réduire l'inflation, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'inflation. Bon, ça c'est accessoire. Plus sérieusement, c'est vrai que ce qui est dramatique, c'est un peu Clément, c'est le côté, nous on réfléchit à abandonner le thermique alors 2030, 2035, voilà, et puis en même temps on met complètement la charrue avant les bœufs puisque eux, toute la bataille là en ce moment c'est sur les batteries électriques. Alors, je ne suis pas non plus convaincu à fond que ce soit une bonne option de miser complètement sur le développement de la batterie électrique. On a suffisamment parlé souvent sur les futurs véhicules électriques. Bon, c'est compliqué, mais enfin, en tout cas, le fait est que nous... Le coup est parti, Cyril. Voilà, on va non seulement... Hier, je montrais la page, donc la Maison-Blanche a publié la liste, c'était fin février, publié la liste de l'ensemble des entreprises qui participent, la voilà, formidable, qui participent donc à la phase véhicule électrique du plan IRA. Il y a tout le monde, tous les Européens, et surtout, il y a toute la chaîne. C'est ça qui est très intéressant. Tu as BASF Solvay, tu fais toute la chaîne donc, de la chimie pour la batterie jusqu'au constructeur. Ouais. Et tu as même BMW là, qui est en train de faire un petit chantage à la Bavière en disant, vous savez que les subventions américaines sont quand même très très intéressantes. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, les Européens, on est simplement en train de dire aux Américains, il n'y a aucun souci, en 2035, on vous achètera 100% de toutes les voitures. Quoi, donc c'est absolument génial. Ouais. Et donc effectivement, après... on ne peut pas dire que l'Europe n'essaye pas de réagir, mais il va vraiment falloir qu'ils s'y mettent quand même assez rapidement. Parce que, je plaisantais tout à l'heure sur les plans de... Mais on va encore nous sortir toujours les mêmes choses, toujours les mêmes idées. Et on a à la fin des fins, effectivement, problème de production. Quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est pas rassurant du tout. Alors, ça nous amène... on a fait le tour là sur le sujet. On aurait pu critiquer la taxonomie verte, mais on n'a pas fait. Donc, Vas-y, pourquoi non, mais c'était un exemple de débat lent quand même entre Européens sur qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui n'est pas vert. Supposé d'ailleurs que ce soit vraiment objectif. Et ça illustre la complexité, le manque peut-être de transparence dans la décision, l'incertitude quand même sur le nucléaire. C'était quand même si on pensait qu'on avait l'avoir, c'était quand même eu un moment d'incertain pour les industriels. Non, mais il n'y a pas eu un moment, c'est absolument pas réglé, c'est toujours pas réglé. Non, c'est pas réglé. C'est absolument pas réglé. Non, c'est pas réglé, je te confirme. Puis il y a quand même il y a des divergences majeures entre pays européens qu'on n'arrive pas à régler. Et face aux États-Unis qui sont, malgré tout leur désaccord, dans une logique fédérale, c'est vrai que bon... Et il faut que tu prennes la mesure de ce que... Alors, exactement ce que tu disais, de ce que ces milliers de pages qui déboulent, boum, au milieu des directions financières et des directions des RSE des entreprises, provoquent en termes de perte de productivité. Milliers de pages qui sont en plus revues ensuite. C'est-à-dire, comme tu le disais très justement, sur le nucléaire, tu pensais que c'était réglé. Les Allemands viennent de faire, à travers l'hydrogène, et à travers ce qui sera taxé d'hydrogène vert ou pas, un virage à 180 degrés. Donc, et là, il y a une perte de productivité mais phénoménale, je t'assure. Sur des décisions qui doivent c'est des décisions d'investissement. C'est est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que ce sera dans la taxonomie ou pas, puisque derrière c'est bien le coût auquel les banques me prêteront de l'argent qui va dépendre de ça quand même. C'est ahurissant. Voilà nos amis des marteaux-piqueurs qui nous rejoignent. Merci, bienvenue. On va essayer de continuer. Peut-être, Nicolas, te rapprocher un peu du micro. Oui. Voilà, pour parler. Donc, ça nous amène au reste de l'inflation. Alors ça, Clément, je ne sais pas si c'est un truc que tu as eu le temps de regarder. J'ai trouvé ça très intéressant. La Banque Centrale Européenne, donc c'était quoi? C'était une réunion en Finlande. Oui, c'est ça, c'était dans un village finlandais.
C'est des... J'ai découvert ça d'ailleurs, je ne savais pas que la BCE se délocalisait régulièrement. Oui, c'est ça, Voilà. dans un petit village finlandais. Un séminaire de cohésion. Exactement, séminaire de cohésion. C'est des échos Directoire. donc, qui sont sortis, d'ailleurs il n'y a rien d'officiel, hein, c'est notamment l'agence Reuters qui a eu pas mal de témoignages. Et donc la Banque Centrale Européenne en fait dit l'inflation est bel et bien entretenue par les marges des entreprises. C'est absolument pas comme on le dit nous, BCE, la crainte des salaires, surtout faites attention aux salaires, etc. et tout. Non, 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 non. C'est les entreprises qui ont découvert la joie d'augmenter les prix et qui en abusent. Oui, mais d'une certaine manière, quand on voit les résultats, bon, c'est qu'une illustration, mais quand on voit les résultats des principaux groupes du CAC 40, Très clairement. quelque part, moi je suis à la fois très content et en même temps pas du tout content. Très content parce que tant mieux que les entreprises françaises fassent du profit, pas du tout content parce que si on est vrai, enfin voilà, quand on est économiste, on voit ça comme un manque de concurrence. Hein. Concrètement, Stellantis ne devrait pas avoir une marge comme elle l'a si le marché était concurrentiel. Alors sans dire que ça doit être zéro. Globalement, c'est qu'il y a un problème au niveau des marges des entreprises et je crois que c'est quand même de plus en plus difficile à faire accepter en période d'inflation, accessoirement. Mais oui, il y a un vrai problème de concentration industrielle et jusqu'à présent, l'Europe y avait quand même échappé. On a souvent parlé ici de l'ouvrage de Philippon et d'autres. Hein. Quand même, la tendance à l'augmentation des marges des entreprises, c'est quelque chose qui avait été largement vu aux États-Unis, dans certains secteurs en particulier. Et l'Europe avait une politique de la concurrence qui était quand même plus exigeante. Les gagnants de la concurrence, disait Thomas Philippon, effectivement, qui est venu le décrire sur ce plateau. Ouais. Et quelque part, le Covid n'a pas du tout entamé les marges des entreprises comme on aurait pu le penser, marges des entreprises européennes. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui inquiète la BCE, c'est que ça, c'est pas quelque chose qui se résorbe facilement. Alors ce que disent les économistes, je lisais le papier de Reuters notamment, avec un certain nombre d'économistes qui disent « Ok, si c'est ça, finalement, c'est pas très grave, parce que quand même, le marché va se venger. » Parce qu'à un moment, et on le voit sur l'automobile, Tesla, bim, moins 30% sur l'ensemble de ses modèles, il va falloir que Stellantis s'adapte d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pas convaincu. Alors, c'est pas que je suis pas convaincu, c'est que je pense que l'ajustement est quand même plus à moyen terme qu'à court terme. C'est-à-dire que c'est pas 2023-2024, l'ajustement sur des marges des entreprises et la transmission des changements de marge au prix. À mon avis, c'est quand même pour la BCE un horizon de un peu plus d'années. Alors, c'est pas 15 ans, mais c'est peut-être plutôt à l'horizon de 5 ans. Sauf, encore une fois, s'il y a vraiment une politique de la concurrence ou un changement du cadre concurrentiel qui est vraiment imposé. On peut supposer que la Commission européenne est pleine d'inventivité en la matière. Mais pour moi, c'est pas de l'inflation 2023-2024. C'est quelque chose d'un peu plus... C'est quelque chose d'un peu plus durable. Surtout si c'est généralisé, et c'est pas que Stellantis. C'est vraiment effectivement un taux de marge qui est trop élevé, compte tenu de ce que ça devrait être si le marché était concurrentiel. Cyril, attends, juste pour l'anecdote, vous savez qui m'a alerté, moi, là-dessus ? C'est François Ruffin, qui est quand même un mec, on en pense ce qu'on veut, mais il bosse ce gars-là. Hein. Et en fait, c'est la première fois que je dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et donc j'ai été regarder, tu tapes sur Google marge, BCE, inflation, et tu tombes effectivement assez vite sur cette longue dépêche Reuters qui raconte tout ce qu'on vient de décrire. Alors, moi j'ai pas les chiffres globaux des entreprises. En l'occurrence, celles que je connais, leurs marges sont plutôt tassées. C'est notamment celles qui ont beaucoup de salariés. Ouais. Mais c'est peut-être que c'est vrai. Je sais pas. C'est le secteur de la santé, toi, qui t'intéresse et qui te regarde. Pas que, on dit même le secteur du care maintenant. Mais au-delà de ça, ce qui est sûr, c'est que je me demande dans quelle mesure la BCE n'est pas en train, dans tous les cas de figure, de chercher à rattraper toutes ces erreurs de communication, etc. À un moment donné, on a pu laisser croire que finalement les taux montraient moins vite que prévu. Enfin, beaucoup de gens dans les marchés se sont pris à rêver en début d'année parce que ça allait peut-être un petit peu mieux sur la situation conjoncturelle. On croyait que l'inflation allait se résorber. Et la BCE ne sait pas comment dire que de toute manière, elle va poursuivre sa politique monétaire restrictive, qu'il le faut d'ailleurs. Oui, enfin là, c'est pas des déclarations publiques, hein, Cyril. Mais honnêtement, tu ne crois pas que ça ait pu fuiter comme ça si jamais il n'y avait pas eu une volonté non, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas de figure, ce qu'il y a aussi derrière, c'est la BCE continue à dire qu'il va falloir qu'elle, c'est peut-être pas de sa faute, mais qu'il va falloir qu'elle continue à augmenter les taux. Et ça me paraît quand même très important, au-delà des raisons pour lesquelles elle le fait. Après, il y a effectivement le sujet de l'inflation. Et ça, c'est aussi assez intéressant de voir que l'inflation sous-jacente ne baisse, continue à monter d'ailleurs, et va baisser beaucoup moins vite ou va se stabiliser moins tôt qu'on l'imaginait. Et donc, peut-être que c'est effectivement pour des raisons de marge des entreprises. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est aussi une manière de laisser entendre qu'il faut se préparer à des taux durablement élevés. Et ça, je pense qu'on y reviendra, mais c'est quand même très, très important pour la suite de nos aventures des prochaines années.
Ouais, Clément, Oui, vas-y. Une petite remarque, c'est un papier de Patrick Artus très intéressant sur la question. Je le cite encore. De la productivité Alors Non, pas sur la productivité. oui, non, parce que là, il m'est tombé des mains, celui-là. Oui, je ne peux pas. Mais là. non, c'est justement le fait qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on dit, la politique monétaire n'est pas vraiment Non, restrictive bien sûr. tant que le taux d'intérêt est inférieur au taux d'inflation. Tout à fait. Bien sûr. Et justement, lui, il faudrait remonter d'un coup à 7 points le taux d'intérêt directeur pour qu'au moins ce soit neutre pour l'endettement des ménages et des entreprises. Mais tant qu'on est à 3, 3,5, 4, puis peut-être un peu plus, en fait, le temps qu'on prend à remonter le taux d'intérêt directeur au niveau du taux d'inflation, c'est autant de temps en fait, où la politique monétaire reste globalement expansionniste. Et moi, je reste assez... Bon, on ne sait jamais ce que font les banquiers centraux. C'est peut-être le but, quelque part, du banquier central de ne pas être trop prévisible. Mais quand même, moi, je suis un peu sceptique sur l'idée que les banques centrales vont vraiment remonter les taux d'un coup. Parce qu'il y a la question de la bulle obligataire derrière, il ne faut pas non plus assommer tous ceux qui ont acheté des obligations avant. Et puis en même temps, si l'inflation est un peu plus durable, je pense qu'elles voient qu'elles ont un peu moins de marge de manœuvre en disant on prendra le temps, on prendra 2-3 ans pour remonter les taux, puis après on verra. Bon, je te donne la parole dans un instant, Nicolas. Moi, je voudrais juste insister sur ce que disait Ruffin à ce moment-là, qui était quand même... Et lui, ça va t'intéresser, c'est-à-dire qu'il politisait la politique monétaire. En gros, il disait, la BCE... en sans arrêt parlant des salaires et en tapant sur les salaires, à une politique antisociale, en fait, à une politique antisociale. Et si ce discours-là, parce que ce discours-là est en l'occurrence en partie fondé, c'est-à-dire si la BCE ne se met pas à dire officiellement, non pas par des fuites, qu'il y a un sujet avec les marges des entreprises, et si ce discours-là devient crédible, oui, François Ruffin a raison, là je pense qu'on aura un vrai problème. Donc c'est pour ça, moi, que je trouve ce sujet important, c'est que je pense que la BCE doit, si effectivement elle a vu ses slides dans son petit village de Finlande, avec ses marges des entreprises qui explosent et des salaires qui n'en profitent pas, il va falloir que les gars agissent. Oui, d'autant plus que nous, on est en France. Désolé d'y revenir, mais quand on regarde les excédents bruts d'exploitation des entreprises, en France, ils sont bien moins élevés qu'en Europe. Et quand on regarde le partage de la valeur ajoutée en France, il est bien plus profitable aux salariés que dans le reste du monde. Donc si on commence à généraliser le discours qui est vrai pour d'autres pays, chez nous, où il n'est pas vrai, on aura un vrai problème. Alors, l'inflation, c'est complexe parce que... Parle bien fort, Nicolas, parle bien fort. L'inflation, c'est complexe. J'ai emprunté une phrase à Maurice Lauré. Maurice Lauré disait que les impôts vont des forts aux faibles. L'inflation, c'est pareil, c'est une sorte d'impôt, ça va des forts aux faibles. Si vous regardez les grosses entreprises, elles n'ont pas de mal à repousser l'inflation, parce qu'elles ont un pouvoir de marché, elles sont bien établies. Si vous êtes Apple et que vous devez augmenter le prix de votre Apple, c'est un bien de luxe, plus il est cher, plus les gens en veulent. Ce n'est pas un problème. Et par contre, le vrai sujet, c'est les entreprises moyennes qui n'ont pas cette capacité à repousser le prix. Et notre tissu industriel, il ressemble un peu à ça. Ouais. On est moyen de gamme. Alors on peut avoir un effet moutonnier. T'as raison. Comme il y a de l'inflation, au lieu d'hésiter à augmenter les prix, parce qu'augmenter les prix quand on est chef d'entreprise, c'est toujours un risque. Si on se dit, tout le monde est en train de le faire, allons-y, c'est le moment. C'est ce qui s'est passé quand même globalement. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est comme le dit très bien le papier que le papier de Reuters. Si c'est ça, c'est passager. Mais notre vrai sujet en France, c'est pas que les marges explosent, c'est qu'on a des taux de marge inférieurs à tous nos voisins et qu'on a un tissu économique beaucoup trop fragile. Ouais. Tu voulais ajouter un truc, Cyril, là-dessus ? Non, pas du tout sur le. Enfin, je suis désolé. Si c'était sur le côté politique de la BCE, il y a eu aussi à un moment donné un discours du côté de la BCE il y a quelques semaines sur aux États, attention, n'ayez pas non plus des politiques. Enfin, faites quelque chose au niveau du budget parce que si nous on ferme les vannes monétaires et que vous continuez à trop dépenser, il va y avoir un problème type ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Il va falloir trouver des acheteurs. Donc de toute manière, effectivement, maintenant, il y a un bras de fer politique. Alors, est-ce que ça, de temps en temps, c'est social, de temps en temps, c'est budgétaire, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça c'est clair. Ouais. Alors, voilà. Nicolas, donc, Covid. Donc, tu as compilé une série d'études. Oui. Sur quoi ? Sur le fait qu'en fait, le Covid reste là, bel et bien présent, comme un coût important pour l'économie mondiale. Oui. C'est Cécile Philippe, qui est présidente de l'Institut, qui a compilé toute une série d'études.
il y a des études américaines, il y a des études anglaises et il y a des chiffres français. Parce qu'en France, on est en retard en termes d'études, mais on a des chiffres. Quelques chiffres. Cutler, de l'université de Harvard, dit le coût du long Covid, c'est 3 700 milliards de dollars sur 5 ans aux États-Unis. 3 700 milliards de dollars sur 5 ans. J'ai pas de référence par rapport à une somme comme ça. Je le lisais, je me disais, ça me dit rien, 3 700 milliards de dollars sur 5 ans. Oui. C'est beaucoup, c'est quelque chose de significatif. c'est l'endettement de la France tous les ans, quoi. Voilà, on va dire ça. Un peu plus que l'endettement de la France tous les ans. Une autre façon. 3700 milliards, non? Ouais, on est à 3 000 milliards d'endettement. Non, on est à 2300, 2400, non? Ah non, je crois qu'on a passé les 3 000, mon cher Cyril. J'ai un doute là, vous me mettez le doute. Non, on est à 3000, 1 milliard. Ah, on est à 3 000, oui, on est à 3 000, Cyril. Ah bon. Mais oui. Voilà, je vieillis. T'arrêtes de lire le Figaro? Non. Ou l'opinion. Ou l'opinion. Figaro est très, très allant sur la dette. Ouais, vas-y. Et un autre exemple, le taux de participation au marché du travail aux États-Unis, avant la pandémie, c'était 64%. Et il n'est jamais revenu au niveau initial. On est aux alentours de 63%. Donc, il y a un point de participation en moins de la force de travail. Oui, mais ça c'est lié au Covid ou c'est lié à tout ce qu'on a raconté sur grande démission, tout ça, patin fin Il peut y avoir de la grande démission, ouais. et c'est vrai que ce taux baissait. Ouais. Mais il a baissé beaucoup plus, et il n'a pas repris son niveau initial. Ouais. Donc, comme souvent, c'est multifactoriel. Mais clairement, je comprends. Ça joue, et on le voit, il y a des études en série longue. Aux États-Unis, c'est le pays des panels, et qui regardent l'état de la population de façon périodique, et qui disent, parmi les gens qui ont eu Covid, il y a un nombre significatif, alors il y a un énorme débat sur quelle est la proportion, de personnes qui ne récupèrent pas toutes leurs facultés. Alors, selon les études, c'est 20%, selon les études, il y en a d'autres à 12, il y en a d'autres à 2-3, mais quand on fait la moyenne de ça, on sait qu'il y a des individus qui ne récupèrent pas toutes les facultés et que ça devient un sujet de santé publique. Alors, quand on regarde en France, on a peu d'études. Mais par exemple, les indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les gens qui ne peuvent pas travailler, elles sont à ce stade 50% plus élevées qu'en 2019. On aurait pu penser que après la phase de 2020 où le Covid a heurté des populations non vaccinées, ce taux allait baisser et revenir à la normale. Non, on reste au-delà. Donc, il y a vraiment un vrai sujet. Il y a des gens qui gardent des séquelles dans une proportion qui reste à valider, et ça a un coût économique. The Economist estime que c'est, à long terme, c'est 0,75% de perte de PIB chaque année. C'est-à-dire qu'on aura un PIB tendanciel inférieur à ce qu'on aurait eu. À cause des séquelles du Covid à ce moment-là. À cause des séquelles du Covid long. Ouais. Parce que ça contracte la force de travail, ça augmente les dépenses collectives. C'est des ALD, des affections longues. Non, je comprends. Et quand tu donnais ce chiffre de 3 700 milliards de dollars donc, sur 5 ans, 3 700 milliards de dollars sur 5 ans, c'est les USA seuls? C'est les USA seuls. Et je dois te préciser que Cutler, il a chiffré différents types de choses. Il dit qu'il y a une perte de qualité de vie, c'est 2200 milliards. Il a évalué la perte de qualité de vie, comme on le fait en assurance quand tu perds ton bras, je comprends, un accident. Il y a 1000 milliards de pertes de revenus, et il y a 500 milliards d'augmentation de la dépense sociale, et notamment des dépenses médicales pour suivre les gens. Cyril? Bon, alors d'abord, on avait tous les deux raison sur la dette. Parce que j'avais révisé avant de parler, justement pour 2300 milliards, c'est l'endette de l'État, l'encours négociable de l'État. 3000 milliards, c'est les administrations publiques. Donc voilà. Et moi, j'étais sur la dette négociable de ouais, alors là, on n'a pas tous les deux raison, c'est 3000. Non. Consolidé au sens de Maastricht, c'est 3000. Non, mais je dis ça parce que, plus sérieusement, parce que l'un des héritages du Covid, il y a évidemment l'héritage social et en termes de travail, l'un des héritages du Covid, c'est aussi la dette. Et cette dette
dette-là, elle a quand même, enfin, je veux dire, le quoi qu'il en coûte, ça nous en a mis une sacrée couche. Oui, mais cette dette-là, elle est dans les coffres de la BCE, Cyril. Non, bah, Cette dette-là, elle a été achetée. La nôtre, elle a été intégralement achetée par la elle va BCE. l'être de moins en moins, par définition, puisqu'ils sont en train de réduire leurs encours. Et par ailleurs. Ah oui, mais on n'en est pas encore à la réduction du bilan. On n'en est pas encore à la réduction du bilan. Le fait est que tous les ans, l'État est obligé de remprunter. D'accord, mais avant Il que la faut bien les BCE servir. remette sur le marché les dettes qu'elle a aujourd'hui dans ses livres, je crois qu'on a quand même une petite marge là. Certes, mais quand même, enfin quelque part, Enfin, il faut j'espère. quand même que l'État français emprunte tous les ans un peu plus, voire même beaucoup plus. Et C'est ça, 275 milliards cette année, je crois. Ouais, hein, je pense que voilà. et ça Hein rejoint. C'est un record. C'est un record, parce Et que tous les ans c'est un record. Et c'est non seulement, enfin, je veux dire, il y a aussi un autre chiffre, qui est un héritage du Covid et qui rejoint ce qu'on disait juste avant, qui est l'inflation. Qui donc oblige les taux, qui a provoqué une remontée des taux. Et donc, je ne sais pas si on mesure aujourd'hui à quel point ce coût va être astronomique très rapidement. C'est-à-dire, en gros, je repars sur mon calcul de 2300 milliards de dettes négociables. On a pris à peu près 2 points de taux en moyenne d'OAT depuis un an. Ça veut dire en gros que la dette négociable de l'État, tous les 8 ans, elle tourne. Donc dans 8 ans maximum, mais là, ça c'est si on était vraiment dans 8 ans, mais ça va être progressif, on va payer à peu près 50 milliards d'intérêts en plus. Aujourd'hui, on en a 50. Donc dans 8 ans, on a 100 milliards à rembourser tous les ans. Je rappelle les recettes de l'État, 300 milliards par an, recettes fiscales. Donc on va déjà avoir un tiers des recettes de ce Tu qu'on peux aussi prévoit. mettre, c'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Donc ça, mais enfin, je veux dire, c'est aussi indirectement une conséquence du Covid. Ce niveau d'endettement difficile à rembourser par la hausse des taux, pas que la dette C'est brute. pour ça que je ne crois pas d'ailleurs à la hausse des taux durables. Et Oui. il y a ça. La seule chose, moi, alors j'ai lu l'étude, je ne sais pas si ça se mesure ou si vous l'aviez mesuré, c'était plutôt une question, c'était parce qu'il y a quand même alors, je ne sais pas si c'est un bien ou pas, mais humainement, mais en tout cas, c'est vrai que cette espèce de facilité maintenant de travailler en visioconférence et tout, est-ce que ça a été calculé pour voir comment ça avait augmenté la productivité ou pas? Est-ce que ça Personne n'en sait rien encore. Non, Je crois je sais qu'il y a des études, Productivité, il y a des études un peu dans tous les sens. Il se trouve que je viens d'en parler ce matin là, avec un certain nombre de directeurs de ressources humaines. En plus, ça vient se mêler avec toutes les réflexions sur la semaine de 4 jours, réflexions qui sont d'ailleurs passionnantes, j'en ai parlé hier, réflexions qui sont passionnantes, sur la fracture col blanc, col bleu, etc. Et donc, une chose est sûre, c'est que le boulot se fait, voilà. Et une autre chose est sûre, mais je l'ai déjà beaucoup raconté, pardon, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, parce que ça m'avait vraiment frappé, c'est Mathieu Courtecuisse, le patron de SIA Partners, qui nous avait raconté ça, la baisse structurelle de productivité de la tech américaine, qu'ils avaient constatée, parce qu'en fait, en télétravail, les gars s'étaient mis à travailler pour 3, 4, 5, voire 6 employeurs différents. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Elon Musk avait tapé du poing sur la table en disant « Je vous veux tous dans mon bureau avec les lignes de code que vous avez écrites, je veux contrôler ce que vous avez fait. » Voilà. Mais sinon, effectivement... Non, mais moi je suis très impressionné quand même. Alors je ne sais pas, parce que je connais mal l'économie de la santé, je ne sais pas Nicolas, s'il y a dans l'histoire des affections et des pandémies qui ont eu des effets durables, comparables à long terme sur l'économie mondiale. Mais je trouve ça quand même assez impressionnant, quoi. La longue traîne du Covid, on va appeler ça comme ça, est quand même très impressionnante. Alors après, quand on regarde l'économie de la santé sur la longue période, ça renvoie à la capacité à investir. Un débat au 19e siècle, c'était par exemple, est-ce qu'il faut des égouts Est-ce que les égouts, ça a un impact en termes de santé publique? Tu as raison. Et vous aviez toute l'économie des nettoyeurs de fosses qui disaient « Oh non, surtout pas, ça va détruire notre emploi ». Et puis, vous aviez un débat chez les scientifiques qui disaient « Oh non, les égouts, c'est pas nécessaire ». Bon. Et puis, à un stade, on a fait l'investissement. Et on a installé des égouts et on a vu l'espérance de vie augmenter. Et on a éradiqué le choléra. Et donc, sur Covid, un des sujets, c'est Covid et les maladies infectieuses en règle générale. C'est quand est-ce qu'on se mettra à investir pour limiter leur impact. Un exemple d'investissement, c'est de travailler sur la qualité de l'air. C'est mettre des filtres, mettre des phares UVC. À Davos, à la réunion du Gotha annuel de l'économie, les gens n'avaient pas de masque parce qu'ils avaient de la filtration d'air high-tech. Et ça marche. C'est ce que fait Dassault Systèmes aussi. Les produits existent. Passionnant. Et ça, il va falloir... La filtration de l'air intérieur sont les égouts du 21e siècle, de ce début du 21e siècle. Voilà. Donc on est... Et toute une série de pays autour de la France commencent à investir massivement, et à l'étranger, au Canada ou autre. Nous, on est encore très en retard. On a notre président qui a parlé, qui a dit on va faire des grands plans qualité de l'air.
Mais en fait, concrètement, on n'a rien fait. Ça aussi, Super intéressant. c'est une tendance de demain. Super intéressant. Très, 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 très intéressant. Sujet sur lequel on n'est pas mauvais, ce que je disais, parce qu'on a Dassault Systèmes qui travaille énormément dessus aussi. Donc Dassault Systèmes, ils s'occupent de filtrer l'air. Alors filtrer, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont des capteurs de qualité de l'air et donc avec tout ce que ça engendre derrière, ils font vraiment maintenant des modélises. C'est vraiment leur spécialité. Ah bah oui, modélise ça, Dassault Et Systèmes. donc je pense qu'a priori, il doit y avoir des gros débouchés industriels. Je ne connais pas lesquels, mais je sais que beaucoup Toutes de les centrales nucléaires, la grosse industrie lourde, toute la chimie a les éléments. Et notamment pour Covid, aussi la santé, parce que les phares UVC, qui sont ces lampes qui vous diminuent la proportion de virus dans l'air, c'est utilisé dans les plateaux techniques des hôpitaux, très juste. dentistes. Good. Clément, un commentaire là-dessus? Moi, ça me passionne. Rapproche-toi du micro. Ce qui me passionne, c'est également le lien avec. On parlait des gains de productivité à l'instant. Parce qu'il y a une crainte quand même pour les pays développés, c'est la baisse plus forte que prévue des gains de productivité, la partie prévisible liée aux services, à la tertiarisation, et puis cette partie un peu imprévisible, effectivement, qu'analyse Patrick Artus, mais d'autres, que ce soit aux États-Unis ou même dans les pays de l'Union européenne. Et c'est assez intéressant, je trouve, de se demander si finalement, dans le changement de ce rythme des gains de productivité, il n'y a pas quand même un énorme effet de modification on va dire, alors, du marché du travail et du travail en entreprise. Et j'ai hâte quand même de découvrir les études qui feront le lien, parce que je crois qu'effectivement pour l'instant c'est vraiment encore un peu vague. Le lien entre le télétravail, tu parlais de quelque chose de très important, la fracture col blanc col bleu, ça peut avoir un impact beaucoup plus élevé que prévu sur les inégalités ou sur le fonctionnement du marché du travail, renforcer sa polarisation qui est déjà Tout à fait. assez forte. Et tout ça avec une baisse moi j'ai été impressionné vraiment des derniers chiffres des gains de productivité, par la faiblesse des gains de productivité. Je pensais quand même que c'était moins pire que ça. Ce qui nous ramène à nos retraites, puisque ça... Oui. Mais le 1% paraît presque loin maintenant. mais le 1% est inatteignable. Moi j'étais resté avec quasiment 1% dans l'esprit, et en fait, ce serait bien qu'il y ait 1%. Mais ce qui ressortait de cette discussion que j'avais ce matin avec les RH, c'était très clair, c'est le sujet, alors évidemment davantage des grandes entreprises, mais encore une fois, les grandes entreprises concentrent plus de la moitié de l'emploi salarié. Le sujet est bien l'articulation entre l'aspiration individuelle qui maintenant peut s'exprimer dans énormément de champs et le besoin collectif de production. Et ça, c'est effectivement un sujet absolument passionnant qui s'ouvre devant nous et qui va révolutionner le travail. Merci messieurs, désolé pour l'ambiance de travail en même temps. On est toujours mieux là que les gars qui sont en train de le faire pour les marteaux-piqueurs. Et puis demain, Aurélie Planex et puis nous, on se retrouve lundi pour de nouveaux débats.